Donc, merci tout d'abord à toutes les équipes qui ont rempli effectivement le rapport d'activité sur Pyramig. Je sais que c'était la première année, que ça a été mis en place d'une manière qui n'a pas forcément été construite dans le temps avec les équipes. Donc, en ça, on vous en remercie énormément. Donc, on va pouvoir vous présenter les premières données qui apparaissent, sachant que c'était la toute première année que toutes les équipes n'ont pas pu le remplir et que toutes les données n'étaient pas forcément accessibles pour les équipes. Donc les données que je vous présente sont à prendre plus en termes d'ordre de grandeur. Puis l'objectif pour nous, ça va être année après année, de stabiliser ce rapport d'activité pour que vous puissiez progressivement aussi intégrer les données dans votre activité et pouvoir faire un remplissage plus exhaustif et plus précis. Donc, une introduction générale, quelques données générales, et ensuite on va suivre, je vous propose de faire un rendu de l'activité selon en fait les grands principes qu'il y a dans le cahier des charges qui a été annexé à la circulaire de 2005, donc les textes qui constituent l'émission des EMPP et que je suppose vous connaissez tous par cœur. Donc, un très léger rappel sur Pyramig, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme web qui a été développée par la DGOS et par l'ATI, qui donc permet d'avoir des rapports d'activité nationaux standardisés. C'est vraiment son objectif principal. Il a été développé à l'origine pour les MIG, les missions d'intérêt général, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que des MIG qui remplissent ce rapport d'activité, donc les EMPP en font partie, mais il y a aussi d'autres activités qui remplissent ce rapport, donc c'est une plateforme assez utile pour nous, et ce qui nous permet surtout de vous en faire un retour, et de vous faire un retour de l'activité présentée par les équipes. C'est donc pour nous surtout un objectif de valoriser effectivement cette activité qui, comme vous l'avez bien entendu et comme vous le savez bien, n'est pas forcément très bien connue, l'activité des EMPP. Donc pour nous, c'est vraiment cet objectif-là général qu'on a mis en premier lieu pour mettre ce rapport d'activité standardisé, avec le fait effectivement qu'il va falloir travailler ce rapport pour vous permettre aussi de mieux le remplir année après année. Et ça nous permettait aussi, puisque l'activité n'est pas forcément très bien connue, de faire déjà un état des lieux de combien vous êtes, de qu'est-ce que vous faites de différent, qu'est-ce que vous faites de semblable selon les territoires, selon les régions. Voilà. Donc aussi pour ceux qui, je pense que vous le savez aussi, mais en 2019, donc, on a mis en place le premier rapport d'activité pour les EMPP, de même qu'on a mis en place le premier rapport d'activité pour les PASS. Donc on va pouvoir aussi suivre l'activité des uns et des autres, et sans doute vous proposer dans les prochains mois, dans les prochaines années, des axes de travail, EMPP d'un côté, PASS de l'autre, mais aussi EMPP et PASS ensemble. Pardon. Alors, entrons dans le vif du sujet. Donc, nous avions, en mars 2019, au moment où la plateforme Pyramig a été ouverte, nous avions un total d'environ 145 EMPP identifiés sur le territoire. Je dis environ, puisque nous avons une marge d'erreur qui nous permettra de mieux le stabiliser, avec des activités, des EMPP qui étaient en cours d'ouverture ou qui n'avaient pas encore commencé leur activité en 2018, mais qui étaient comptabilisées. Des EMPP qui étaient dans un hôpital et en fait on avait compté une seule EMPP dans l'hôpital, mais finalement il y a plusieurs équipes. Donc là aussi, ce sera peut-être plus pertinent pour les années suivantes de faire un rapport d'activité par équipe. Et d'autres éléments, et vous l'aviez aussi évoqué, par exemple la fusion, parfois totale, parfois juste une mutualisation entre PASS Psy et EMPP. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on remplit le rapport EMPP, est-ce qu'on remplit le rapport PASS Psy? Donc ça aussi, c'est tout ce qu'on va pouvoir clarifier pour la prochaine campagne et pour les prochaines années. Donc un total d'environ 145 EMPP, avec des régions, quelques grosses régions en termes de nombre d'équipes qui en portent le plus. Donc Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, c'est celle en tout cas où on en a recensé le plus. Et d'autres régions qui en comportent donc moins, avec encore quelques départements qui n'ont pas de MPP sur leur territoire. Donc parmi ces 145 EMPP,
on a un peu plus de la moitié des EMPP qui ont rempli le rapport d'activité en totalité, ce qui est déjà un bon chiffre. Quelques EMPP qui n'ont pas du tout rempli le rapport, mais j'ai déjà eu des échos comme quoi certains n'avaient jamais reçu les codes d'accès pour aller sur la plateforme, donc c'est pas normal, c'est pas grave, c'est juste la première année de mise en œuvre. Et au total, on va dire tout confondu, on a un taux moyen de remplissage du rapport d'environ 70 à 75%, ce qui, me semble-t-il, pour une première année, est vraiment un bon taux de remplissage. Donc là encore, merci pour votre investissement. C'est vraiment très encourageant pour nous et pour vous. Donc sur les EMPP aussi, quelques données générales sur la taille des EMPP. Donc on a une majorité de MPP qui sont constitués entre 2 et 4 TP. Ça aussi, je pense que vous le savez. Les grosses équipes, on a quelques grosses équipes, elles sont principalement dans les grandes villes et il y a notamment le GHU de Paris qui en fait avait été compté comme une seule équipe qui sera peut-être dispatchée pour l'année prochaine. Là, c'est la même chose qui est retraduite en forme de carte. Donc, sur les 145 EMPP recensés, leur répartition au niveau du territoire. Alors, donc, là, je vous propose d'aborder la partie publique. Les publics étant considérés comme dans l'instruction, à savoir d'abord d'une partie les publics précaires et en voie d'exclusion, et d'autre part les professionnels de première ligne et les professionnels du sanitaire et du social auprès desquels vous intervenez. Donc en termes de public précaire, en termes de file active, nous avons eu 104 EMPP qui ont répondu à la question de la file active annuelle, ce que vous avez donc dans la carte de droite, donc avec les EMPP représentés par file active. Voilà, je pense que je pourrais vous transmettre la présentation, évidemment. Ce qui nous donne en fait une moyenne de file active, moyenne nationale, autour de 300 patients, pour un déclaratif autour de 30 400 patients en file active rencontrés dans l'année. Donc là aussi, sur un nombre de réponses, donc de 104 réponses, donc à peu près 70% de réponses. Il y a des petites équipes, et puis il y a des grosses équipes, ça ne vous surprendra pas. Et le fait qu'il y ait aussi des petites équipes s'explique aussi en partie par des montées en charge, donc des équipes dont l'activité a débuté en 2018. Alors, je vous ai mis également la répartition entre hommes et femmes dans la file active. Donc 59% d'hommes et 41% de femmes. Et la répartition par âge aussi dans les files actives, sachant qu'on avait dans le rapport pyramide une grosse fourchette entre 25 et 64 ans. Et je pense que, à mon avis, plusieurs équipes ont une fourchette un peu plus fine de repérage des personnes. Donc là, je pense qu'il y aura une évolution aussi dans le rapport pour permettre de caractériser un petit peu mieux les publics par rapport à leur âge. Ça, ce sont des moyennes nationales. Il y a bien évidemment des différences régionales assez fortes, parfois, avec des régions qui ont parfois quasiment 50% de femmes et d'hommes suivis, et d'autres régions qui, au contraire, ont 30% de femmes et 70% d'hommes. Il y avait également dans le rapport des questions sur les modes d'hébergement, sur la couverture sociale des personnes et sur l'isolement social et familial. Alors, ces questions ont été un peu moins bien remplies que les questions d'âge et de sexe. Donc, on peut plus difficilement les interpréter. J'imagine aussi que vous n'avez pas forcément systématiquement le recueil correspondant à pyramide ou le recueil de ces questions-là. Donc là aussi, on pourra, j'espère, améliorer ce recensement avec les années. En gros, en termes d'hébergement, les premières réponses étaient quand même que l'hébergement était l'hébergement stable, et ensuite un hébergement avec un organisme, avec un suivi social accompagné. Et pour la couverture sociale, parmi les réponses, première réponse, c'était aucune couverture sociale. Deuxième réponse, c'était PMU avec complémentaire. Donc, aussi, également, je vous ai mis la part de nouveaux patients dans la file active, donc près de la moitié des nouveaux patients, près de la moitié des personnes dans la file active sont des nouveaux patients, avec là aussi des grandes disparités régionales.
en termes de diagnostic psy qui aurait été repéré par l'équipe et qui aurait été diagnostiqué. Donc déjà dire que ça ne concerne pas toute la file active qui a été notée, et d'autant plus que 20% ont été vraiment cotés comme n'étant pas, comme étant sans diagnostic ou n'ayant pas été diagnostiqués. Donc, mis à part cela, en fait, on voit que le premier diagnostic sont les troubles anxieux, à hauteur de 34%, et ensuite 22% de dépressifs, troubles dépressifs, et 18% de troubles liés aux addictions. Là aussi, quelques particularités régionales. Donc, par exemple, en PACA, le premier trouble qui est remonté comme étant diagnostiqué, ce sont les troubles liés aux addictions, puis ensuite les troubles liés à la personnalité, les troubles de la personnalité, pardon. En Hauts-de-France, à l'inverse, on a des troubles dépressifs qui sont diagnostiqués en premier, et ensuite, à peu près à égalité, des maladies non psychiatriques diagnostiquées. Donc, là, c'était la partie file active, pour vous donner dans les grands traits les caractéristiques de la file active qui ont été remontées dans le rapport. Alors là, dans cette diapo, je vous ai montré tous les partenaires que vous avez évoqués dans le rapport d'activité pyramide. Donc ceux qui sont tout en bas, c'est ceux qui sont le plus souvent évoqués. Et on voit que ce sont bien évidemment tous les services sociaux, mais également les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Donc il y a bien dans cette grande famille des ESMS, en fait, ce sont les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Donc il était inclus autant les services d'accueil, d'hébergement et d'insertion, de réinsertion que les accueils vraiment d'accompagnement lié au handicap, avec une plus forte prévalence, bien sûr, sur tout ce qui était services d'accueil et d'hébergement pour les personnes en difficulté sociale. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la part des partenariats liés à tout ce qui est accompagnement au logement. Également, tout ce qui est accompagnement à l'insertion, qui apparaît en seconde ou troisième position. Et vous avez été assez nombreux à mentionner les partenaires liés à la prise en charge des personnes migrantes, soit dans le dispositif national de l'asile, avec par exemple vos partenariats avec des CADA, des CAO, soit des questions de prise en charge des migrants de manière plus large, avec notamment des partenariats avec des associations. On voit toute la palette des partenariats. Une partie d'entre vous aussi, environ 15%, évoquaient des partenariats avec les CLSM, les conseils locaux de santé mentale. Une partie aussi, je crois à hauteur de 10% environ, évoque les partenariats avec les institutionnels, qu'ils soient institutionnels collectivités locales, institutionnels sociales du type CAF, ou institutionnels aussi du type police, gendarmerie. Et des partenariats larges qui incluent également la médecine de ville, à travers les centres de santé, mais également des médecins généralistes libéraux ou des infirmiers libéraux. Je vais peut-être accélérer. Alors, en termes d'intervention, nous avons environ 17 000 permanences réalisées, donc une moyenne nationale comprise entre 165 et 180 permanences réalisées à l'année par EMPP. Avec des régions qui sont le plus représentées en termes de déclaration de nombre de permanences parmi les équipes. Donc là, dans le graphique, vous avez aussi une répartition du nombre de permanences par taille d'équipe que vous pouvez voir sur le graphique. Au-delà des permanences, la question était posée de savoir si vous faisiez des visites à domicile, si vous faisiez des déplacements sur signalement de partenaires, ou si vous faisiez des maraudes. On voit que les équipes déclarent faire moins de maraudes qu'elles ne font d'autres types d'interventions. Pour autant, parmi celles qui déclaraient ne pas faire de maraudes, elles disaient aussi souvent qu'elles faisaient des maraudes en fait, sur signalement ou sur demande des partenaires. Voilà, donc c'est quand même un chiffre un peu plus élevé, je pense, d'équipes qui font des maraudes, même si certaines ont bien dit clairement qu'elles n'en faisaient pas, soit que ce n'était pas prévu dans leur fonctionnement, soit qu'elles n'avaient pas les moyens pour le faire. Alors, une question générale sur l'organisation des EMPP. On voit qu'il y a quand même
20% des EMPP qui répondent qui déclarent intervenir en soirée, et sinon la plupart d'entre vous déclarez intervenir en journée. En termes de locaux dédiés, on voit que la majorité ont des locaux dédiés dans lesquels aussi elles accueillent les personnes, mais bien sûr, vous précisiez bien dans les rapports que vous alliez aussi directement auprès des publics et que vous alliez aussi donner des soins dans les permanences chez les partenaires sociaux. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de l'activité des EMPP, nous vous avions posé des questions sur le nombre de consultations, le nombre d'actes et le nombre d'actions en général, en reprenant le terme de démarche, d'accompagnement, de réunion de synthèse. Ce sont des chiffres à prendre avec précaution, puisque donc là, ce sont des parties qui n'ont pas forcément toujours été remplies complètement par les équipes, puisque vous n'aviez sans doute pas comptabilisé de la même manière votre activité. Mais en gros, par rapport à ce qui a été déclaré sur Pyramide, on voit qu'il y a plus de 80 000 actes infirmiers, qui sont donc la grande majorité, et environ 19 000 consultations médicales, avec 21 000 consultations de psychologues. Ce qui nous donnerait, rapporté à la file active qui a été déclarée, environ 2 à 3 actes infirmiers par personne et un peu moins d'une consultation psychologue par personne par an et un peu moins d'une consultation médicale. Donc là, je pense que ce sont des chiffres qui seront à affiner et à stabiliser dans les prochaines années. En termes de séances d'activité de groupe, le cahier des charges indiquait que vous aviez vocation à faire des activités de groupe. On a donc 3109 séances d'activité de groupe déclarées en 2018, avec des régions qui en déclarent le plus, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, Normandie. Et à l'inverse, des EMPP qui apparemment n'en font pas. Donc là aussi, sans doute à vérifier aussi avec les années, notamment en Bourgogne-Franche-Comté et en Pays de la Loire. Alors, les autres actions qui avaient été comptabilisées étaient le nombre de démarches, le nombre d'accompagnements, le nombre de réunions de synthèse. Pour les réunions de synthèse, je pense que c'est un peu compliqué parce que beaucoup l'indiquaient aussi de manière qualitative dans leur rapport. Donc, est-ce que ça a été comptabilisé au total? Ça, bon, c'est à voir avec plus de précaution. Mais vous avez les informations. Et il y avait des questions spécifiques à l'interprétariat. Donc, 38% des équipes qui ont répondu ont été en capacité d'estimer le besoin en interprétariat. Alors, ça concerne les grandes villes. En fait, les grandes villes sont surtout concernées par les grands volumes de besoins d'interprétariat. Et ça concerne également les plus petites, des équipes des EMPP plus petites dans des territoires moins urbains. Donc, l'interprétariat professionnel en présentiel a été déclaré pour un peu plus de 1200 personnes, principalement en Nouvelle-Aquitaine, en Île-de-France, mais également en Grand Est et en Occitanie, tandis que l'interprétariat par téléphone a été déclaré pour un petit peu plus de personnes, 1300 personnes, et concerne ça a été déclaré en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Île-de-France et également en Pays de la Loire. Alors, dans le cahier des charges, le cahier des charges demande aux EMPP de faire des interventions auprès des équipes de première ligne, des professionnels du social, du sanitaire, des actions de formation, des actions de conseil, des actions d'échange de pratiques et de savoir, des actions de soutien, du développement de réseau. Ce sont des éléments qui, dans le rapport d'activité, apparaissent, mais surtout de manière qualitative à travers les commentaires que vous avez effectués, ce qui est donc assez difficile en fait à retranscrire ici, mais on voit bien qu'une grosse majorité d'entre vous intervenez au moins pour faire du soutien aux équipes, et notamment aux équipes sociales, pour faire des réunions de synthèse, des conseils sur des situations cliniques, de l'information, etc. Un peu moins d'entre vous déclarez vraiment faire de la formation. Pour autant, certains ont quand même un gros volet d'information, de formation, de participation à des colloques ou d'organisation de colloques. La plupart aussi, en tout cas une partie d'entre vous déclarait accueillir en stagiaire des psychologues, des infirmiers, des assistants sociaux et intervenir dans les IFSI.
Alors là, on arrive à la partie vraiment de fonctionnement. Donc, une partie sur la composition des équipes en termes d'ETP et une partie sur l'inscription de l'EMPP dans l'établissement. Donc, en termes de composition des équipes, on avait vu en première partie de présentation que la plupart des équipes étaient entre 2 et 4 ETP. On a donc une moyenne nationale autour de 3,68 ETP, sachant que cela peut varier effectivement selon les équipes. Et vous avez la répartition, donc temps médicaux autour de 0,35, ETP de soins autour de 2,6, ETP direction administrative 0,28 et ETP éducatifs et sociaux 0,36. Ce n'était pas un détail dans le rapport pyramide qui nous permettait de savoir quel profil vous mettiez derrière ces différentes catégories. Donc ce sont des ordres de grandeur, sachant que certaines équipes ont bien déclaré ne pas avoir de temps médical en propre, mais bénéficier d'un temps d'appui technique et un temps de conseil ou de supervision par généralement un psychiatre de l'établissement, chef de service ou autre. Alors à la question, y a-t-il un coordinateur de l'EMPP ? 93% des EMPP déclarent qu'il y a un coordinateur et dans 72% des cas, il s'agit d'un psychiatre. Pour rappel, le cahier des charges indiquait qu'un temps de coordination était indispensable et que généralement ce temps de coordination, c'était un médecin qui devait s'en occuper. Lorsqu'il y a des temps de coordination, des réunions d'équipe ont lieu généralement 1 à 2 fois par semaine. Donc là, vous avez par détail en termes de régions, les régions qui ont déclaré avoir ou ne pas avoir de coordinateur. Alors, le cahier des charges indiquait aussi la nécessité que le projet de l'EMPP soit vraiment au cœur du projet d'établissement et inscrit dans le projet d'établissement. Donc, qu'il soit inscrit dans le projet d'établissement, mais qu'il se retraduise aussi en termes notamment de partenariat et de conventions ou de protocoles formalisés avec les autres services de l'établissement et avec vos partenaires sociaux et sanitaires hors établissement. Donc, autant les EMPP déclarent que leur fonctionnement, que leur projet, que leur dispositif est bien intégré au projet médical de l'établissement. Par contre, vous étiez très peu à avoir déclaré avoir des protocoles formalisés avec les autres services de l'établissement. Vous étiez peu également à avoir déclaré avoir mis en place un protocole formel de sollicitation de l'équipe. Donc là aussi, je pense qu'il y a aussi des pratiques qui ont été formalisées, mais qui ne sont pas forcément transcrites dans des protocoles vraiment tels quels. Donc, une avant-dernière diapo sur des questions plus générales. Donc, y a-t-il un coordinateur régional des EMPP ? Vous étiez la plupart à répondre non, il n'y a pas de coordinateur régional des EMPP. Et l'EMPP met-elle en place un comité de pilotage ? Donc là, vous étiez quand même un certain nombre à répondre qu'un COPIL existait. Ce n'est pas une obligation du cahier des charges, mais en tout cas, vous étiez quand même un certain nombre, un tiers à répondre que vous l'aviez mis en place. Et avec un mode intéressant dans le COPIL, puisqu'il associait des partenaires extérieurs, assez larges, bien sûr les partenaires institutionnels et les financeurs, mais également les partenaires du quotidien, les services sociaux, les PASS, etc., etc. Alors là aussi, dans le rapport, je pense qu'il y a eu certaines confusions dans la réponse, puisque certains ont compris COPIL comme étant des réunions de coordination interne. Donc, on reprécisera pour l'année prochaine ce qu'on entend dans certaines questions. Et nous avions quelques questions sur le partenariat avec les PASS. Donc, vous étiez 3/4 des équipes à qui avaient répondu à déclarer qu'il y avait également une PASS dans l'établissement. Donc, à peu près moitié-moitié, soit des PASS généralistes, soit des PASS psychiatriques. Et vous indiquez généralement un bon partenariat avec les PASS, voire une mutualisation de certains moyens. Donc pour finir, quelques focus dans le rapport d'activité.
Donc, vous avez évoqué en introduction la question du lien avec le secteur. Donc, cette question a été posée dans Pyramide. Bon, pour la plupart, il y avait bien sûr des liens concernant la prise en charge, des orientations, des réorientations, des reprises de contact, des réunions de synthèse. Ça va parfois plus loin avec des participations de groupes de travail internes au sein de l'établissement ou au sein du GHT. Ça vient aussi vous venez aussi en soutien aux professionnels de secteur, notamment en travaillant à des cartographies de ressources, à faire de l'information sur les publics. Mais semble-t-il, pour certains d'entre vous, en tout cas, ces liens sont à améliorer, à renforcer. Les principaux faits marquants en 2018 au niveau national, donc il y a eu plusieurs créations d'équipes de MPP, donc c'est toujours un dispositif qui est quand même encore dynamique et qui a, je pense, encore beaucoup d'avenir devant lui, notamment au niveau des publics. Vous l'avez évoqué, la hausse des publics dits migrants, donc qui a été vraiment relevée pour une partie d'entre vous. Vous avez aussi évoqué la poursuite ou la relance de la dynamique partenariale pour les uns et pour les autres. Et certains sont aussi entrés dans cette réflexion de mutualisation des moyens, voire de fusion entre les PASS, particulièrement les PASS psy et les EMPP. Donc les dynamiques, les perspectives, ce sont ces éléments-là, et notamment le développement ou la poursuite du partenariat et l'adaptation aussi du recensement et du recueil de l'activité à Pyramide, ce dont nous vous remercions. Donc pour 2020, le rapport d'activité ne sera pas modifié en profondeur, hein, il devrait être à peu près le même. On va travailler à la DGOS à un guide d'aide au remplissage des questions pour vraiment préciser ce qu'on attend derrière les questions. On va reformuler certaines d'entre elles, peut-être et repréciser notamment ce que je vous disais sur la question des tranches d'âge ou quelques questions qui n'apparaissent pas, comme par exemple les durées de prise en charge. Donc là aussi, je pense que ça va être une proposition d'intégration dans le rapport, parce qu'à mon avis, un certain nombre d'entre vous récoltez cette information, et puis un petit toilettage du rapport.